Un seul missile peut-il vraiment plonger une ville entière dans l'obscurité et la paralysie? Ce n'est pas de la fiction. À Dnipro ou Odessa, les frappes russes de haute précision ont transformé des quartiers entiers en zones sinistrées, stoppant net usines, transports et vie quotidienne. Derrière ce qui semble être des attaques isolées, se cache en réalité une stratégie bien plus inquiétante. Un démantèlement méthodique des infrastructures vitales de l'Ukraine. Chaque Iskander frappe une cible clé, centrale électrique, usine stratégique, nœud logistique, et provoque un effet domino qui paralyse l'économie, plonge des millions de personnes dans le chaos et met à genoux la capacité industrielle du pays. Ignorer cette réalité, c'est sous-estimer la manière dont la guerre moderne peut ruiner un pays sans jamais en occuper le territoire. Alors, comment fonctionne vraiment cette nouvelle forme de guerre? Plongeons ensemble dans la mécanique de ces frappes et la logique derrière la stratégie russe. Iskander, la terreur invisible des infrastructures. Derrière ce nom presque discret se cache l'une des armes les plus redoutées du conflit russo-ukrainien. Le missile Iskander-M, c'est bien plus qu'un simple projectile. C'est un concentré de technologie capable de frapper des cibles avec une précision chirurgicale à plus de 500 km de distance et à une vitesse telle qu'il traverse le ciel avant même d'être détecté. Son trajectoire imprévisible, ses manœuvres d'évitement et sa capacité à échapper au radar rendant son interception pratiquement impossible pour la défense aérienne ukrainienne. Mais ce qui rend l'Iskander vraiment terrifiant, c'est la façon dont il est utilisé. Contrairement à l'idée de frappe massive ou aveugle, la Russie sélectionne méticuleusement ses cibles, des points névralgiques du réseau électrique, industriel ou logistique, comme une grande sous-station alimentant à la fois une zone industrielle et des quartiers entiers, ou encore un quai vital pour les exportations au port de Tchornomorsk. Un seul Iskander, qui coûte déjà plusieurs millions d'euros à produire, peut anéantir en un instant des équipements irremplaçables, dont la fabrication nécessite des mois, et qui valent des centaines de millions, voire des milliards. Ne pas saisir cette supériorité technologique et tactique, c'est sous-estimer l'impact dévastateur de chaque frappe et la difficulté quasi insurmontable de s'en protéger. Mais quels sont les effets concrets de ces frappes sur le terrain? Et si une simple sous-station pouvait stopper toute une industrie? C'est exactement ce qui s'est passé à Dnipro. Lorsqu'un missile Iskander a frappé une sous-station énergétique clé, ce n'est pas juste un quartier qui a plongé dans l'obscurité. C'est tout un secteur industriel qui s'est arrêté net. En quelques minutes, les usines se sont tues, la chaîne de production s'est brisée et des milliers de salariés se sont retrouvés sans travail et sans salaire. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Les pannes d'électricité s'étendent en cascade, privant des quartiers entiers de chauffage, en plein hiver. Imaginez des familles entières sans lumière, sans eau chaude, dans des températures glaciales. Les hôpitaux doivent fonctionner sur générateurs, les commerces ferment, et la vie quotidienne s'effondre peu à peu dans le chaos. La remise en service de ces infrastructures n'a rien d'immédiat. Les transformateurs qui alimentent ces grandes sous-stations ne se trouvent pas sur une étagère, prêts à l'emploi. Il faut des mois pour les fabriquer, les livrer et les installer. Pendant ce temps, l'économie locale agonise. L'industrie ne produit plus, l'État perçoit moins d'impôts et la population s'enfonce dans l'incertitude. Pire encore, chaque site détruit rend l'Ukraine plus vulnérable, car elle manque de moyens pour remplacer rapidement ce qui est perdu. Les villes comme Dnipro, privées d'énergie, ne peuvent plus soutenir l'effort de guerre, ni assurer un minimum de stabilité à la population. Et ce modèle se répète ailleurs. Regardez Odessa et le port de Tchernomorsk. Ici, une frappe a détruit un quai entier, touchant un navire maltais en pleine opération de chargement. Résultat, quais et grues inutilisables, port paralysé, et pire encore, une nappe d'huile pollue la mer, rendant la navigation dangereuse. Le port, vital pour les exportations de céréales, ne peut plus fonctionner normalement, forçant les bateaux à attendre ou à partir ailleurs. Les exportations agricoles plongent. Les agriculteurs ne peuvent plus écouler leur production, perdent leurs revenus, et certains font faillite. Les importations, elles aussi, sont ralenties, compliquant l'arrivée de matériel vital. Les chaînes logistiques se grippent, les surcoûts explosent, et les compagnies d'assurance augmentent leurs tarifs, rendant chaque expédition maritime
encore plus risquée et coûteuse. À chaque frappe, c'est un pan entier de l'économie qui s'effondre, mettant des millions de personnes en danger matériel et rendant la survie quotidienne de plus en plus incertaine. Mais la méthode russe ne s'arrête pas là. Il s'agit d'une stratégie globale visant à rendre toute reprise impossible. Quand l'économie s'étouffe et que l'hiver s'installe, c'est là que la stratégie russe prend toute son ampleur destructrice. Chaque sous-station électrique détruite, chaque centrale frappée, c'est un maillon de plus qui saute dans la fragile chaîne énergétique ukrainienne. Résultat, les coupures de courant se multiplient, plongeant des régions entières dans le noir et le froid. Ce n'est pas un simple problème de confort. Sans électricité, les usines s'arrêtent, la production militaire comme civile s'effondre. Les villes industrielles, naguère piliers de l'économie et de l'effort de guerre, deviennent des poids morts qui consomment des ressources sans rien produire. À mesure que la pression monte sur le réseau, chaque nouvelle frappe aggrave le cercle vicieux. Moins d'énergie, plus de panne, plus de chaos. Le port d'Odessa, autrefois poumon commercial du pays, est un autre symbole de cette asphyxie méthodique. Après la perte de Marioupol et le blocus de Mykolaïv, Odessa était le dernier lien maritime actif. Mais la Russie vise désormais ses infrastructures portuaires de façon chirurgicale. Entrepôts, silos, quais, grues. Tout est progressivement détruit. À chaque frappe, une partie des capacités portuaires disparaît, empêchant l'Ukraine d'exporter ses céréales, étranglant les agriculteurs et asséchant l'économie. Les assureurs doublent, triplent les tarifs pour toute navigation vers les ports ukrainiens, tant le risque de destruction est élevé. Résultat, les armateurs fuient, les marchandises ne rentrent plus, et l'Ukraine se retrouve coupée du monde. Face à cette offensive systémique, l'aide occidentale montre ses limites. Les systèmes de défense anti-aérienne, pourtant modernes, peinent à intercepter les missiles Iskander. Les stocks de matériel s'épuisent plus vite qu'ils ne sont renouvelés. On peut livrer des armes, mais sans électricité pour faire tourner les usines, sans port pour recevoir les pièces détachées. C'est toute la chaîne logistique qui se grippe. L'économie s'effondre, l'armée s'affaiblit, et l'aide occidentale ressemble alors à une rustine sur une coque déjà éventrée. Ce sont avant tout les Ukrainiens qui paient le prix fort. Privés de chauffage au cœur de l'hiver, confrontés à la montée du chômage, à la pauvreté, à l'explosion des tensions sociales et à la hausse dramatique de la mortalité liée au froid. La société s'épuise, la cohésion nationale se fissure, la crédibilité internationale du pays s'étiole à mesure que la spirale descendante s'accélère. À long terme, c'est la survie même du pays qui est en jeu. Face à cet engrenage implacable, une question s'impose. Existe-t-il une issue, ou l'Ukraine est-elle condamnée à s'enfoncer dans cette spirale du chaos? Dans la guerre d'aujourd'hui, l'infrastructure, c'est le véritable champ de bataille. Ce qu'on observe en Ukraine, ce n'est pas juste une série de frappes, c'est un processus calculé de démantèlement. Les missiles Iskander frappent avec une précision redoutable, touchant chaque fois leur cible, et la défense aérienne ukrainienne reste impuissante. Les systèmes occidentaux livrés à Kiev n'arrivent pas à intercepter ces projectiles. À chaque nouvelle attaque, une sous-station, une usine ou un port est réduite au silence, et la spirale de la crise s'aggrave. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle la destruction dépasse la capacité de restauration. Reconstruire une centrale prend des mois, parfois des années, alors qu'il suffit de quelques minutes à un missile pour la rayer de la carte. L'Occident peut envoyer de l'aide, financer des réparations, fournir du matériel, mais tant que les frappes continuent, tout est à recommencer, inlassablement. On entre dans un cercle vicieux. Plus la Russie frappe, plus l'économie s'effondre, moins il y a de ressources pour réparer, et plus la société s'enfonce dans l'incertitude. Les conséquences humaines sont terribles. L'hiver, déjà, a vu le nombre de morts par hypothermie augmenter, surtout parmi les plus vulnérables. Les coupures d'électricité deviennent la norme. Les usines ferment ou fonctionnent au ralenti, incapables de planifier leur production sans énergie stable. Les ports, même partiellement épargnés physiquement, deviennent inutilisables sans électricité pour l'éclairage et les équipements frigorifiques. L'économie s'étouffe, les recettes fiscales s'effondrent, et l'État n'a plus les moyens de se défendre ni de soutenir sa population.
Face à cette stratégie, l'Ukraine se retrouve sans issue claire. Les experts le rappellent, négocier signifierait accepter des conditions russes extrêmement coûteuses sur le plan politique, voire sur l'existence même du pays. Mais continuer la guerre, c'est accepter de voir la destruction s'intensifier, au risque de rendre la situation irréversible. La vraie leçon ici, c'est que la guerre moderne ne se joue plus uniquement sur le front, mais dans le réseau vital d'un pays. Quand l'infrastructure s'effondre, la résilience d'une nation atteint vite ses limites. Chaque jour de conflit rapproche l'Ukraine d'un point de non-retour, où l'après-guerre pourrait ne jamais ressembler à ce qu'on a connu. Il faut en débattre, car chaque jour compte et chaque infrastructure détruite rapproche de l'irréversible. À votre avis, la stratégie russe est-elle imparable ou moralement inacceptable? Est-ce le signe d'une guerre moderne ou le basculement dans une nouvelle forme de brutalité? Car ce que nous venons de voir, c'est bien plus qu'une succession de frappes ou l'image stéréotypée d'un chaos provoqué au hasard. Non. Il s'agit d'une campagne méthodique, pilotée avec précision, qui s'attaque systématiquement au cœur même de l'Ukraine, son énergie, sa logistique, ses communications, ses villes. Chaque missile Iskander lancé n'a rien d'aléatoire. Il cible une sous-station, une centrale électrique, un nœud ferroviaire. À chaque impact, le temps de réparation se rallonge, l'économie s'asphyxie, l'industrie s'arrête. Et pendant que les infrastructures s'effondrent, la population se retrouve plongée dans l'incertitude, la peur quotidienne que tout s'arrête, lumière, eau, chauffage, travail, avenir. L'Ukraine, malgré son courage, n'arrive plus à réparer aussi vite qu'on détruit. La défense aérienne, même modernisée grâce à l'aide occidentale, ne parvient pas à stopper la vague de missiles de haute précision. Les réparations se succèdent, les financements affluent, mais tout recommence à chaque nouvelle salve, un cycle sans fin où l'usure devient la plus redoutable des armes. Et c'est là que réside le cœur du problème. La Russie ne cherche pas seulement à infliger des dégâts immédiats, mais bien à rendre la reconstruction quasi impossible, à pousser la société ukrainienne vers l'épuisement, à tester la patience de ses alliés. Est-ce que l'Occident peut, à terme, soutenir ce rythme? Est-ce tenable de réparer indéfiniment quand la destruction est continue, ciblée, calculée? Ne pas réfléchir à ces questions, c'est risquer de passer à côté de la nature même de la guerre du XXIe siècle. Ce n'est plus forcément le nombre de soldats ou de chars qui décide du sort d'un pays, mais la capacité à démanteler, à distance, ses réseaux vitaux. En ébranlant l'économie, on précipite la société dans le chaos, et parfois, c'est là que se joue la victoire, ou la survie. Alors, la destruction de l'infrastructure peut-elle décider de l'issue d'une guerre moderne? L'impuissance ressentie face à cette stratégie, la limite de l'aide étrangère, la vulnérabilité persistante, tout cela pose une question de fond. Faut-il revoir notre conception même de la sécurité, repenser la défense des sociétés? Ou accepter ce nouveau visage de la guerre, où l'arme la plus efficace n'est plus le tank, mais la coupure de courant généralisée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voyez dans cette campagne russe une efficacité implacable ou une dérive cynique? L'Ukraine peut-elle, selon vous, surmonter cette épreuve? Ou sommes-nous témoins d'une dégradation irréversible? Quelle réponse imaginer pour contrer une telle stratégie? Votre avis compte, car comprendre ces enjeux, c'est déjà se préparer à ce que seront, demain, les nouveaux conflits. La discussion est ouverte.